Bien, bonjour à tout le monde, on va reprendre la suite du cours. J'avais terminé la semaine dernière sur, me semble-t-il, sur les layouts, une petite discussion sur les layouts. J'ai pas eu le temps de vous faire des démonstrations de ces différents layouts, mais j'ai dit que probablement vous les expérimenteriez en TP, sachant que je vous ai fourni aussi quelques exemples de layout, mais voilà. Donc, je ne vais pas revenir dessus trop longuement, hein, si ce n'est que, comme exemple, vous avez, je vous rappelle, peut-être pour remettre en contexte, pour ceux qui auraient oublié, qui n'auraient pas encore eu l'occasion de tester ces choses-là, le layout, les layouts, ou plutôt les layout managers, comme on le verra, puisque ce sont des sous-classes. Ce sont des classes qui implémentent l'interface Layout Manager. Ce sont des objets qui représentent les algorithmes qui vont permettre aux containers de ranger les objets qui sont contenus en leur sein. Contenus au premier niveau. Si à l'intérieur d'un container, il y a un autre container qui contient d'autres objets, la politique de placement du premier niveau n'influe pas sur la politique de placement du second niveau. Chaque boîte a sa propre politique de placement ou de rangement, comme vous voulez. Alors vous avez par exemple le box layout, hein, qui vous permet de ranger les éléments verticalement ou horizontalement, par-dessus les uns les autres, ou de gauche à droite, par exemple. Vous avez les groupes layout qui regroupent par thématique. Vous pourrez regrouper par thématique un certain nombre de composants, et ça vous permet de les conserver toujours tous ensemble. Non, je sais pas quoi, il y a les légumes, les fromages, et puis du bœuf. Donc vous regarderez dans le code source à quoi ça correspond, et puis comment est-ce qu'on manipule ces choses-là, mais il n'y a rien de particulièrement compliqué. L'overlay layout qui vous permet d'avoir en fait des composants qui se recouvrent les uns les autres. Normalement, les layouts, justement, ils sont là pour vous garantir que même dans le cas d'une retaille dynamique du container, eh bien, les objets qui sont contenus sont tous apparents et respectent un certain placement. Et donc, évidemment, qu'ils ne se recouvrent pas les uns les autres. Si des boutons pouvaient en cacher d'autres, ça pourrait être ennuyeux, et en général, ça l'est. Toutefois, il existe disons, vous pourriez avoir besoin de faire en sorte que certains composants se recouvrent, partiellement ou intégralement. Si on songe, par exemple, au cas des onglets qui vous permettent de faire apparaître des composants, en réalité, les composants sont tous là. Simplement, il y en a un qui est par-dessus les autres. À un certain moment, on a une espèce de pile de composants et qu'on manipule via des onglets. Donc voilà à quoi sert aussi le layout, hein, qui est plus général que le card layout, si vous expérimentez. Mais j'ai ici trois composants qui sont simplement trois boutons que j'ai placés grâce à l'overlay layout. Et vous voyez bien que ces trois boutons se superposent les uns au-dessus des autres. Il y a ce grand bouton qui est derrière, le bouton moyen au milieu, enfin, dont on voit simplement un bout au milieu, et puis le bouton OK qui est devant les autres. Vous avez le Spring Layout aussi, qui n'est pas forcément toujours très agréable à utiliser, mais qui exprime des choses qui est peut-être le plus général. Il y en a un autre aussi qui est relativement général, qui s'appelle le Grid Bag Layout, qu'en général on n'aime pas trop. Mais moi je le préfère au Spring Layout, mais chacun son truc. On doit pouvoir faire à peu près tout ce qu'on veut avec le Spring Layout et le Grid Bag Layout. C'est peut-être les plus généraux qu'on a. Évidemment, comme ils sont relativement généraux dans leur usage, c'est-à-dire que vous pouvez représenter à peu près tout ce que vous voulez. Vous pouvez représenter effectivement des composants, utiliser un Grid Bag Layout ou un Spring Layout pour faire en sorte que les composants soient tous superposés verticalement ou horizontalement ou je ne sais quoi. Mais c'est tout de suite, c'est rapidement désagréable à utiliser, parce qu'il faut exprimer toutes les contraintes que vous souhaitez. Alors le Grid Bag Layout, il permet surtout d'exprimer des contraintes sur l'espace qui va être réservé aux composants. On va dire, ah tiens, je vais réserver telle partie de ma grille pour tel composant, et à l'intérieur, mon composant, il va être comme ci et comme ça.
Je pense que vous expérimenterez ça en TP, me semble-t-il. Je n'ai pas en tête tous les sujets de TP, mais vous pouvez le faire d'ailleurs par vous-même. Hein. Vous n'êtes pas obligé de suivre tous les TP exactement. Hein. L'essentiel, c'est d'expérimenter ces choses-là. Et puis vous avez le Spring Layout, alors lui qui utilise une autre technique qui est plus standard, pour notamment pour ceux qui ont déjà utilisé des outils de conception d'interface, où ce qu'on va exprimer en fait c'est des relations entre les composants. On va dire je veux que celui-ci soit à droite de celui-ci, et donc je vais faire comme si entre les deux il y avait un ressort qui a une certaine force, et puis on va dire celui-ci va être à droite de tel autre, et donc on va comme ça, ici je pense que l'exemple indique que le bouton OK, le bord gauche du bouton OK est calé sur le bord gauche de la fenêtre, que le bouton l'ombre de ta main est calé sur le... Enfin, le bord gauche est calé doit toujours être à droite du bord droit de OK, etc. On a des contraintes comme ça et qui sont respectées évidemment dynamiquement avec des voilà. Ils sont un peu longs à expérimenter parce qu'il y a évidemment beaucoup de paramètres. Hein. On peut imaginer en tout cas qu'il y a beaucoup de paramètres pour pouvoir exprimer à peu près tout ce qu'on pourrait souhaiter. Alors l'autre partie importante, c'est aussi une chose que je dois mentionner, c'est l'internationalisation de vos applications. Évidemment, on a maintenant des environnements qui sont multilingues, etc. Les utilisateurs utilisent ce multilingue. Hein. En général, vous utilisez l'environnement français pour votre machine. Oh, parfois l'anglais, les informaticiens aiment bien utiliser la langue native de l'informatique, on va dire. Mais disons les utilisateurs courants, hein, en général, ils utilisent leur langue native. Hein. Si les Italiens, un Italien ordinaire, quand il achète un ordinateur, il va immédiatement placer son ordinateur en mode italien, en espérant que l'ordinateur lui parlera en italien. Donc les messages seront en italien, etc. Donc pour vos applications, c'est assez important que vous prévoyez ça aussi, c'est-à-dire prévoir que votre interface offre la possibilité d'être réalisée dans différentes langues. Alors, en fait, il y a deux termes qui sont utilisés dans ce cadre. On les confond un peu. J'avoue que de temps en temps, je les interchange, mais c'est pas très grave. Il y a deux mécanismes qui font référence à ça. Ce qu'on appelle la localisation ou l'internationalisation, qui sont en fait les mots anglais pour, la régionalisation, et l'internationalisation. Donc ça, c'est la référence en fait à deux choses différentes. La régionalisation ou la localisation, ça consiste en fait à paramétrer, si vous voulez, une application ou adapter une application à des particularités locales. Que la monnaie courante, c'est, je sais pas quoi, le dollar, l'euro ou la roupie ou je ne sais quoi. Et puis que les messages s'affichent de droite à gauche ou je ne sais quoi, dans tel type de police, etc., que les dates se représentent d'une certaine manière. Vous savez bien, par exemple, que les Anglais préfèrent mettre le mois et le jour dans cet ordre-là, alors que nous, on préfère mettre le jour puis le mois. Donc il y a des tas de particularités assez subtiles de cet ordre-là. Hein, comme, je sais pas, les nombres aussi. Hein, les anglophones utilisent la virgule pour représenter... le point pour représenter ce que nous, on utilise comme virgule. Bon, bref, toutes ces particularités doivent être, si possible, respectées. Alors évidemment, ça demande un effort assez important aux développeurs, mais le gain, c'est évidemment que les applications puissent être adaptées. Donc, le travail d'adaptation, c'est ce qu'on appelle la localisation. J'ai une application qui existe, qui s'exécute normalement, enfin qui tourne, etc., mais qui a été prévue pour. Alors, prévu pour, c'est quoi? C'est justement l'internationaliser. C'est-à-dire, quand vous développez votre application, vous devez songer dès le départ à l'internationaliser. Si vous ne le faites pas, ça va être délicat ensuite. Hein. Donc, l'internationalisation, c'est une partie du travail de développeur. Quand vous écrivez l'application, il faut songer à ça. Tiens, est-ce que ce message-là, il pourra être régionalisé ou pas? Ou est-ce que je dois internationaliser cette partie du code? D'accord?
Et donc effectivement, ensuite il y a une autre partie que vous pouvez confier à quelqu'un qui n'est pas nécessairement informaticien, qui d'ailleurs la plupart du temps ne l'est pas, quelqu'un qui va traduire ça. Mon travail, c'est de traduire, comment est-ce qu'on traduit ouvrir en Swahili, moi j'en sais rien, mais il y a certainement quelqu'un capable de faire ça. Et ça c'est un processus, là, en général, hein, la localisation, qui peut se faire a posteriori, sans avoir à recompiler l'application. Il y a des fichiers de configuration qu'il suffit simplement, disons, de remplir, hein, il y a un cadre, voilà. Alors quelle est l'idée? En fait, elle est extrêmement simple, hein. Vous pouvez, si vous souhaitez réaliser vous-même un tel mécanisme, vous allez réaliser exactement ce qui est fait, peut-être un peu moins bien, mais l'idée est toujours la même chose. C'est que si vous voulez afficher un message, vous avez l'application graphique de base Hello World et vous voulez l'internationaliser, eh bien, il ne faut pas afficher Hello World, évidemment, hein, directement. Ce que vous allez... Donc, vous n'affichez pas un message en dur, hein, c'est ça que je veux dire. Et donc, qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, vous allez simplement systématiquement passer par une fonction de traduction. Et puis, cette fonction, c'est elle qui ira piocher dans le bon fichier, en fonction de la langue, la traduction du message que vous souhaitez. Donc vos messages, ça va être des espèces de messages génériques, et puis vous avez une fonction de traduction. Et cette fonction de traduction se débrouillera pour traduire. S'il n'est pas possible de traduire, bien sûr, il y aura une valeur par défaut. Et en général, les applications ont une valeur par défaut, c'est-à-dire que les messages par défaut sont en anglais la plupart du temps, mais il n'y a pas d'obligation à ça, bien sûr, hein. Vous pouvez considérer que votre application, par défaut, elle sera en français. Bon, ça touche en général moins de personnes, mais c'est possible. Alors comment est-ce que ça se met en œuvre? Eh bien, vous avez une classe particulière qui va encapsuler en particulier des données régionalisées, qui est le Resource Bundle de Java Util. Donc c'est d'ailleurs pas... Vous voyez que ce mécanisme n'est pas propre à l'interface graphique, bien sûr. Hein, une application Java, même en mode texte, vous pourriez avoir envie de la localiser, évidemment. Hein. On peut vouloir que les messages qui sortent sur la console soient eux aussi traduits, bien sûr. Donc c'est une classe utile parce que c'est très général aux applications et pas propre aux interfaces graphiques. Donc vous avez de quoi éventuellement contrôler quelles sont les données qui vont être régionalisées ou localisées. Il y a des données de différents ordres. Bon, vous expérimenterez ça en détail si besoin est. Hein. Je décris simplement le format général. Et puis, vous allez pouvoir, évidemment, traduire ça de façon relativement simple. Alors, comment est-ce que ça marche? Eh bien, vous voyez, c'est aussi simple que ça. Si vous voulez récupérer les données localisées à partir d'un fichier de ressources, vous avez une méthode qui s'appelle getBundle, qui va vous renvoyer un bundle qui vous permettra d'obtenir la traduction. Et vous voyez ce que vous mettez dans le getBundle, vous allez mettre un nom générique. Vous voulez, je sais pas quoi, les messages d'édition. Hein, supposez que vous souhaitiez catégoriser vos différents messages à afficher en différentes classes. Les messages de la partie d'édition, les messages de, je sais pas quoi, des menus, enfin j'en sais rien, moi, ce genre de choses. Donc vous allez vouloir, par exemple, ranger ça dans différents fichiers. Hein. Bon, alors c'est le nom générique que vous allez mettre là, je sais pas quoi, message menu, message édition, je ne sais quoi. Et le Resource Bundle, disons la machine Java plus l'environnement va se débrouiller pour retrouver un fichier adéquat. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va simplement prendre le nom que vous avez souhaité comme nom de fichier, puis il va lui rajouter un suffixe régionalisé. En fonction de l'environnement, il va déterminer, tiens, est-ce que l'utilisateur il est en français, en anglais, en je ne sais pas quoi, dans quelle variante? Parce qu'évidemment, vous avez des variantes de français, il y a le français du Canada, il y a le français de France et le français de je ne sais où. Et puis, il va rajouter simplement aussi le suffixe properties. D'accord? Donc, par exemple, si j'ai demandé à charger un fichier de traduction qui s'appellerait message au pluriel, hein, et que je suis dans un environnement français de France, eh bien, j'aurai, par exemple, en fait, simplement un fichier comme celui-ci à mettre, enfin, à fournir avec mon application, et puis évidemment, à remplir ce fichier avec les données adéquates. Hein.
Maintenant, si je veux traduire, c'est extrêmement simple. Donc, vous voyez, j'ai à choisir simplement la catégorie des messages que je souhaite traduire. Et puis, une fois que j'ai récupéré ça, donc vous avez votre resource bundle, hein, eh bien, simplement, vous demandez la traduction. Hein. Vous demandez le message à traduire, et puis ce que vous obtenez, bien sûr, c'est le message traduit. Alors, traduit s'il est présent dans la base de données, s'il n'est pas traduit, vous reprenez la clé elle-même. C'est-à-dire, si vous essayez de traduire bonjour et que bonjour n'existe pas dans la traduction, ben on prend le message d'origine. C'est aussi simple que ça. Alors, le problème ensuite, c'est comment est-ce que dans vos différents environnements, vous sélectionnez disons, la région courante pour vos applications. Alors ça, c'est très dépendant des systèmes, évidemment. Hein. C'est intégré de façon très différente. Pour Mac OS X et Windows, par exemple, ce sont des préférences système. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas choisir individuellement pour chaque application quel sera l'environnement linguistique. Si vous êtes sur Mac ou sur Windows, vous dites « je veux que l'intégralité de mon système soit en français ». Si vous voulez passer en anglais, il faut changer, et ça change pour toutes les applications. Hein, vous ne pouvez pas le choisir individuellement. En tout cas, ce n'est pas l'idée. Hein. Vous allez peut-être pouvoir, en bricolant, y arriver, mais l'idée de base, ce n'est pas ça. Donc, il faut aller dans les préférences du système et puis sélectionner une langue différente. Je vais vous montrer comment ça marche, par exemple, pour Mac, mais c'est la même idée dans Windows. Il faut aller chercher dans les préférences système. Et, par contre, pour Unix, hein, c'est au coup par coup. Ça, c'est pour des raisons historiques. Alors, même si ce n'est pas forcément au coup par coup dans vos environnements maintenant, parce qu'on a fabriqué des environnements Unix relativement intégrés, etc., mais c'est une illusion. C'est assez facile sous Unix d'obtenir une instance d'une application en italien hein, qui vivote avec une autre, ou qui cohabite avec une autre en, je sais pas quoi, en Swahili si vous voulez. J'ai choisi le Swahili comme exemple exotique aujourd'hui. Ça, c'est très facile parce qu'en fait, je vous rappelle que les applications Unix, enfin sur des Unix standards, elles ont à leur disposition des variables d'environnement qui leur permettent justement hein, de savoir un peu dans quel type d'environnement elles doivent s'exécuter. Alors vous savez, je ne sais pas quoi, quel est le terminal sur lequel elles sont, etc. Et il y a en particulier des variables que vous manipulez pas forcément tous les jours, hein, mais il y a des variables, notamment une variable d'environnement qui s'appelle lang. Vous devinez bien à quoi elle correspond. Et puis vous avez une collection de variables que j'ai dénommée LC underscore. Alors il y a étoile, l'étoile pour dire qu'il y a plusieurs types de variables LC, je ne les connais pas toutes par cœur, j'ai un peu oublié, mais qui précisent justement différentes choses sur des particularités de l'environnement linguistique. Alors dans Eclipse, puisque souvent vous êtes nombreux à développer sous Eclipse, pour choisir, donc si vous voulez tester l'internationalisation et la régionalisation sous Eclipse, eh bien si vous voulez sélectionner une langue pour l'exécution, hein, vous allez dans Run Configurations et puis dans Environment, vous trouverez ce qui va bien pour choisir la langue. Alors je vais vous montrer un exemple d'internationalisation, vous allez voir. C'est pas très compliqué. Il s'appelle internationalisation exemple, donc très bien. Qu'est-ce que j'ai fait? Pardon, alors je vais retrouver, où est-ce qu'elle est cachée ma fenêtre du coup? Elle est là. Alors, qu'est-ce que j'ai par exemple? Vous pouvez constater que sur mon environnement, moi j'ai sélectionné l'environnement français par défaut. Maintenant les environnements sur les machines ils sont correctement localisés, donc il n'y a pas de raison de ne pas utiliser sa langue native. Et donc, qu'est-ce que ça donne ça comme effet? Alors, je vais peut-être compiler le machin, comment il s'appelle, internationalisation exemple.java. Peut-être qu'il faut que je mette de l'UTF-8. Probablement. Bon, j'ai mon application. Ok. Je vais l'exécuter. Je ne sais même plus ce qu'elle fait, on verra plus tard. Mais j'imagine qu'elle doit afficher quelques petites choses. Pas grand-chose. Ouais, hein, c'est vraiment très minimal. C'est une application qui illustre le layout, border layout.
Et vous voyez que j'ai 3 étiquettes, hein, nord, ouest, pardon, 5 étiquettes, hein, nord, ouest, est, sud et centre. Et en fait, évidemment, ce que j'ai localisé, c'est ces labels-là. C'est-à-dire que j'espère qu'il y a une autre langue disponible, probablement l'anglais, pour laquelle, quand j'exécute dans l'environnement anglais, eh bien j'aurai north, south, east, west et center, probablement. Alors comment est-ce que je fais pour modifier ça? Alors, je dis bien sûr, mais c'est pas forcément évident. Pour beaucoup d'environnements, la plupart du temps, vous ne pouvez pas changer dynamiquement la langue d'une application. Ça, c'est rare. C'est vraiment rare de faire ça, il n'y a pas de besoin. Disons, ce besoin-là est plutôt exceptionnel. Hein. Le fait de vouloir lancer une application, par exemple en français, puis au milieu de son exécution, vouloir tout d'un coup l'interface en anglais. Ça, c'est un peu bizarre comme besoin. Donc la plupart du temps, évidemment, une fois que vous avez choisi une langue pour une application, elle est définitivement, enfin tant qu'elle s'exécute, le choix de la langue reste statique. Hein. Donc si vous voulez changer de langue, il faut aussi arrêter l'application. Hein, j'arrête l'application, je change de langue, et ensuite je relance l'application. Donc là, je vais arrêter mon application, je vais changer de langue, donc il faut que j'aille dans les préférences du système, comme j'ai dit. J'ai une préférence qui doit s'appeler langue et région. Ouais. Et comme vous le voyez, hein, la sélection que j'avais choisie, c'était bien sûr, vous voyez que parmi mes langues préférées, je dis français et anglais. Ça signifie quoi? Généralement, ce type de sélection vous donne un ordre de préférence. Ça, c'est pareil. Hein, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si les messages sont disponibles en français, ben, je les veux en français. S'ils ne sont pas disponibles en français, je vais préférer l'anglais. Et je peux mettre une liste aussi longue que je veux de préférences. Hein, si ensuite je n'aime pas l'anglais, ben, je préférerais éventuellement un autre langage, l'italien, ce que vous voulez, le portugais, etc. Et quand au bout du compte, on n'a pas non plus le choix, on ne tombe pas dans le choix, dans un des choix exprimés, et ben on va prendre le message d'origine. Et donc il y a bien une langue native dans laquelle vous allez développer votre application. Hein. Alors ici, c'est un ordre, donc il suffit simplement que je change l'ordre. Donc si je prends English et que je choisis d'être d'abord en anglais, alors évidemment, hein, vous voyez que ça n'a aucune incidence sur les applications existantes. Préférence système reste en français, etc. Terminal reste en français, mais normalement, ça a une influence sur les nouvelles applications. Là, mon environnement, à chaque fois que quelqu'un l'interroge pour savoir dans quelle langue on est, maintenant il répond, vous êtes en anglais. Donc normalement, ça devrait fonctionner. Voilà, ok? Hein, je n'ai évidemment pas recompilé mon application, je n'ai pas un binaire spécial pour l'anglais, un binaire spécial pour le français ou je ne sais pas quoi, c'est le même, simplement ce qui lui est adjoint, ce sont des fichiers dans lesquels on va piocher cette traduction évidemment. D'accord? Alors, comment est-ce que c'est? Comment est-ce que qu'est-ce qu'on a à notre disposition? Alors d'abord, on devrait pouvoir, j'imagine que c'est ça, non, alors... Vous voyez que j'ai différents messages traduits. Hein, j'ai au moins deux traductions disponibles. Alors regardons à quoi ça correspond. Hein. Vous allez voir que c'est relativement simple. Donc vous voyez, si je veux créer une nouvelle langue, par exemple l'italien, ben, je vais simplement fabriquer un fichier qui s'appellera les messages _it.properties. Alors, IT pour italien, ça c'est standardisé. Hein, c'est comme les top level domaines pour Internet, c'est à peu près le même choix qui est offert. Bah, vous voyez, hein, c'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que dans mon code, probablement, la clé qui va me permettre d'obtenir un message, bah, c'est Nord. Et en français, quand je demande Nord, je réponds Nord. Alors que si je regarde en anglais, hein, pour la clé Nord, eh bien, le message sera Nord. Donc, vous voyez, fabriquer une telle traduction, c'est vraiment élémentaire. Hein. Il suffit d'un simple éditeur de texte, donc c'est à la portée de n'importe quel traducteur. Vous voyez aussi que, ça me fait penser que
voyez aussi l'importance de ne pas fixer les tailles ou les positions vous-même à la main dans votre code, les positions par exemple des labels ou je ne sais quoi. Parce qu'évidemment, en fonction de la langue, la largeur du bouton, hein, c'est pas forcément la même ou du label. Et que si vous faites ça, si jamais vous fixez vous-même la taille des boutons, bah, dans certaines langues, vous aurez des messages tronqués. Donc le mieux, c'est de vous faire une représentation logique du placement des différents objets que vous souhaitez, et puis de laisser faire l'environnement graphique, de le laisser faire. Ah oui, je voulais regarder un petit peu le code pour juste montrer à quoi ça correspondait. On va le prendre. Et vous allez voir qu'il n'y a rien de bien mystérieux, comme j'ai déjà indiqué tout à l'heure. Bon, alors je vais peut-être prendre des max, puisque mon BI n'est pas internationalisé, mais c'est pas grave. Pas de correspondance. Alors, il n'y a rien de bien mystérieux, hein. J'ai fabriqué 5 labels. Donc il y a 5 labels, il y a une JFrame comme d'habitude. Simplement, vous voyez que la précaution que j'ai prise à chaque fois, c'est qu'à chaque fois que je voulais, pour mon label, afficher du texte, eh bien, je suis passé à travers la fonction de traduction, hein, getString de la méthode de la classe ResourceBundle. Donc j'ai demandé à chaque fois de traduire sud, nord, est, ouest, etc. Et puis auparavant, bien sûr, ce que j'ai demandé, c'est en fait à obtenir cette traduction depuis un des fichiers qui va être déterminé par la version localisée correctement, fonction de l'environnement, etc. Mais depuis un fichier qui s'appelle les messages, qui a été décliné selon les langues. D'accord? Alors, ce qui est en commentaire, c'est en fait la construction, je peux forcer à l'intérieur de l'application le choix de la langue. Pourquoi pas, hein, j'ai le droit, dans certains cas, pour certains messages, de forcer le choix de la langue, pour des raisons X ou Y, ou alors de vouloir le changer dynamiquement. Si je veux vraiment faire une application pour laquelle vous avez la possibilité de changer la langue dynamiquement, alors c'est bien entendu comme ça qu'il va falloir s'y prendre. Hein. Vous pouvez récupérer la valeur par défaut de la langue de l'environnement, ça c'est toujours possible. Et puis, éventuellement, fabriquer un menu pour l'utilisateur qui lui permette de choisir la langue et de changer dynamiquement cette valeur-là durant l'exécution. D'accord? Bon, il faut prendre, en tout cas, dès que vous faites une application au-delà d'un prototype, il faut prendre le soin de traduire, enfin de songer à ce que vos applications pourront être traduites. C'est pas aussi facile hein, d'imaginer quels sont les messages qui devront effectivement être traduits et comment. C'est pas, voilà. Après, le problème des formages, on parle même pas, mais je vous laisserai creuser ça si vous en avez besoin. Alors l'autre chose, c'est qu'ici, je me suis focalisé, enfin, disons dans ce que j'ai présenté, en fait, je me suis focalisé sur l'interaction la plus commune des interfaces graphiques, c'est-à-dire la souris. Hein, en général, quand je veux obtenir une option de menu, eh ben, je prends la souris et puis je me déplace. Je vais cliquer sur le bon menu, je descends, je me déplace dans le sous-menu, dans le sous-sous-menu, etc. Bien sûr, hein, ça doit toujours fonctionner. C'est même le principe de base des interfaces graphiques. Hein, c'est de vous offrir une navigation à la souris. Mais vous savez bien que, bien sûr, dans les interfaces graphiques, vous avez aussi la possibilité de taper des choses au clavier, c'est normal. Hein, on vous demande de temps en temps de remplir, je sais pas quoi, des text fields ou des choses comme ça. Donc évidemment, vous avez, hein, vos mains vont passer, c'est assez fréquent dans les interfaces graphiques, de la souris au clavier et vice-versa. Même si on n'utilise que la souris pour déclencher des actions de menu, bah, vous savez bien que ce n'est pas toujours très agréable, il faut sans arrêt jongler dans le bon menu, descendre dans le bon sous-menu. Ça, c'est pas forcément une navigation efficace. Donc pareil, c'est une question d'ergonomie dont je suis en train de parler. On veut pouvoir offrir aux utilisateurs un moyen d'accéder rapidement à une fonctionnalité sans déclencher toute la mécanique gestuelle qui va avec. Notamment, vous voudriez pouvoir déclencher l'action de sauvegarde de vos fichiers sans avoir à descendre
l'option, enfin le menu fichier, aller trouver, je sais pas quoi, le bon save, que vous ratez une fois sur 10 ou je ne sais pas quoi. D'accord? Donc ce qu'on peut faire, hein, il y a différentes choses qu'on peut faire, mais entre autres, hein, on va pouvoir associer ce qu'on appelle un mnémonique pour les menus. Alors attention, c'est pas tout à fait la même chose. Là, ce dont je suis en train de parler, c'est de la navigation au clavier. Et pas des raccourcis. C'est deux choses différentes. Donc là, je vais offrir la possibilité à l'utilisateur de parcourir des menus simplement au clavier, pas avec la souris. Et ensuite, il y a d'autres choses, il y a d'autres mécanismes, bien sûr, qui sont les raccourcis, qui eux vous permettent en fait d'obtenir une fonctionnalité sans même déclencher la navigation. Hein, c'est deux choses différentes. Je peux faire normalement le raccourci standard pour sauvegarder, c'est je sais pas quoi, Alt S ou Ctrl S ou je sais pas quoi selon les environnements. Et puis, donc ça c'est le raccourci. Et l'autre chose c'est faire descendre grâce au clavier le menu fichier, puis me déplacer avec les flèches, et puis sélectionner l'option sauvegarder, et puis ou sauver ou je sais pas quoi. Et puis le déclencher grâce, par exemple, au retour chariot. Donc ça, je vais parler d'abord des mnémoniques. Donc ça, c'est pas très compliqué. En fait, si vous voulez associer un mnémonique à une option de menu, par exemple, eh bien, pour les menus items, vous avez simplement une option set mnémonique, qui prend en paramètre ce qu'on appelle enfin, comme vous le voyez, un type entier. Vous allez me demander, ah oui, mais pourquoi un entier? Ça devrait être un caractère ou je ne sais pas quoi. Comme vous allez le voir. Et ces entiers sont en fait obtenus depuis cette classe particulière qui est KeyEvent, on verra plus tard, hein, qui contient un certain nombre de constantes, donc des VK pour Virtual Key, donc c'est les touches virtuelles, et puis vous avez évidemment toute la collection des touches, donc vous avez VKA, VKB jusqu'à VKZ, VK1, VK0 pour tous les chiffres numériques, enfin oui, pour tous les chiffres, et puis tous les symboles. Donc vous avez toutes les constantes représentant à peu près tous les symboles standards des claviers. Il en manque quelques-uns. Voilà, c'est comme ça, vous n'avez pas tous les symboles possibles de tous les claviers, mais vous avez la grande majorité des claviers, en tout cas, ça couvre au moins les claviers occidentaux, enfin les alphabets occidentaux. Alors qu'est-ce que ça fournit, ça? Eh bien, si le caractère est présent dans le texte affiché correspondant à l'item, et en général c'est recommandé, c'est pas toujours facile de placer des mnémoniques pour cette raison-là d'ailleurs, eh bien ce caractère il va simplement être souligné par l'interface. Donc vous avez peut-être remarqué que dans vos menus, je ne sais pas si j'en ai là ici, mais parfois dans les menus il y a des lettres qui sont soulignées. Il y a une lettre qui est soulignée dans l'option. Par exemple dans le ouvrir, bah, par exemple le O est souligné. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez une navigation clavier pour aller jusqu'à l'option O ou ce genre de choses. Alors, on va regarder mnémonique exemple, puisqu'il y en a un, et vous allez voir comment ça fonctionne. Je ne l'utilise pas tous les jours, mais j'espère que je vais me rappeler de déclenchement. Alors, je vais le compiler peut-être d'abord. Comment je l'ai appelé? Mnémonique, c'est ça? Ah, vous voyez rien. Je sais pas. J'espère qu'il va pas me refaire le coup. Bon. Un bug de ma JVM, ça certainement. Alors, vous ne voyez... Enfin, ce que vous voyez ici, peut-être je vais essayer de zoomer. Je sais même plus comment on zoome. Donc vous voyez mon application, j'ai simplement des fichiers, pas un menu fichier, un menu édition, peu importe. Alors bien sûr, je peux utiliser ma souris, j'utilise le trackpad à la place de ma souris, pardonnez-moi, j'ai oublié de venir avec une souris, j'aurais dû le faire. Mais là, je fais une navigation habituelle, hein, je fais glisser ma souris ou mon trackpad, enfin je fais des choses comme ça, peu importe. Ce que je veux dire là, c'est qu'il est possible d'obtenir une navigation simplement grâce au clavier. Alors, pour le faire apparaître, en tout cas sur mon Mac, j'ai une touche magique qui va me faire apparaître les mnémoniques
qui sont cachés derrière ces menus. Par exemple, si j'appuie sur, voilà, j'y vais arriver, sur ma touche Alt, vous voyez que le menu fichier, regardez bien, la lettre F devient soulignée. Ce n'est pas le cas pour le menu édition à cause de l'accent. Mais en fait, si j'avais mis édition sans accent, j'aurais le E qui se serait souligné. Le support de cette fonctionnalité n'est pas complet avec les accents. Enfin, disons, il y a un petit problème avec les accents. Mais ce n'est pas non plus très grave, parce qu'en général, la convention, c'est bien sûr de souligner la première lettre. Si la première lettre ne suffit pas à faire la distinction avec un autre menu, par exemple, qui commencerait aussi par la lettre E, on utilise la seconde. Donc on a des conventions de cet ordre-là qui permettent de s'y retrouver. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'appuie maintenant sur F, vous voyez ce que ça a fait? Ça fait apparaître le menu fichier. Sans la souris, hein. Je n'ai pas utilisé mon trackpad. Si j'avais fait Alt E, c'est le menu édition que j'aurais fait apparaître. Bien sûr, ensuite, je peux me déplacer avec le clavier. Donc là, j'ai pris les flèches, descends dans les options, blablabla, etc. D'accord? Alors, vous voyez bien entendu que si j'ai fait apparaître le menu édition, que je continue à utiliser Alt, je vois aussi mes mnémoniques pour les différentes options. Donc si je fais R, je vais être directement sur... Alors, pardon. Hop, E, R. Ah oui, j'ai déclenché. Hein, j'ai déclenché évidemment l'action qui correspond. Voilà. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait apparaître le menu édition au clavier. Comme il y avait le mnémonique C pour faire apparaître le sous-menu chercher, j'ai fait apparaître le sous-menu chercher, je peux obtenir de la navigation, blablabla. D'accord? Ça, ce sont les mnémoniques. Alors, dans le code, hein, rien de bien compliqué. Bah, comme indiqué, hein, j'ai utilisé... Alors ici, je n'ai pas utilisé la fonction set mnémonique, mais en fait, dans le constructeur, quand vous construisez des JMenu items, il y a bien sûr la possibilité de construire un JMenu item avec un label, et puis le mnémonique adéquat, hein, en une seule opération. Donc quand j'ai construit le JMenu item quitté, ben, je lui ai associé le mnémonique Q pour défaire D, pour refaire R, etc. Avant, arrière, A, Z, je ne sais pas quoi. Pour le menu fichier, c'était la touche F. Pour le menu édition, la touche E. Pour le menu chercher, la touche C. D'accord ? Alors, il y a l'autre chose dont je parlais tout à l'heure, hein, il y a le mnémonique qui vous permet d'obtenir une navigation au clavier, dans les éléments via le clavier. Il y a d'autres navigations dont on parlera plus tard au clavier. Hein. C'est quand vous avez un formulaire à remplir. Hein, vous savez, vous avez un formulaire avec plein de champs texte, et il y a la possibilité de naviguer dans ces différents champs texte via le clavier. Donc ça, on verra plus tard comment ça fonctionne. Notamment quand on parlera des champs texte, qui sont un peu particuliers. Là, l'autre particularité plus globale des interfaces, plus générale sur les interfaces, c'est la possibilité hein, d'obtenir des raccourcis. Alors, les raccourcis s'appellent des accélérateurs en Java. Bah, c'est simplement, vous allez dire en fait, vous allez, donc plutôt que de laisser l'utilisateur aller, donc pareil, hein, prendre sa souris, se déplacer, puis aller cliquer sur un bouton, puis revenir éventuellement à l'endroit où il était, bah, vous pouvez déclencher depuis n'importe quel endroit de votre application l'action associée à un objet, pourvu que celui-ci possède un accélérateur. D'accord? Donc l'accélérateur, c'est ce que vous appelez le raccourci clavier. Vous êtes dans votre édition, en plein milieu de votre édition, et puis vous faites, je sais pas quoi, Alt-S, et ça sauvegarde le fichier. Vous n'avez pas descendu le menu, vous n'avez rien fait de spécial, à part déclencher cette action. D'accord? Alors on verra après comment ça fonctionne, parce que pour pouvoir faire ça, c'est qu'évidemment, pour pouvoir l'illustrer, c'est qu'il faut que je sache associer des actions à mes objets. Pour l'instant, j'ai une vision
assez faible des interfaces, puisque pour l'instant, je ne sais pas associer du code aux différents objets. Hein, pour l'instant, je sais fabriquer une interface, quelque chose qui ressemble à une interface graphique, mais je ne sais pas vraiment agir avec. Bon, ok, il y a les mnémoniques qui font des petites choses, mais ça ne fait rien de spécial. Là, par exemple, quand je déclenchais l'action quitter, ça ne quittait pas mon application. Donc, évidemment, la partie suivante pour les interfaces graphiques, c'est de se préoccuper de savoir comment est-ce qu'on agit. Cette fois, comment ces objets qu'on a placés dans nos interfaces peuvent agir avec l'application elle-même. Et donc là, je vais être obligé de parler, enfin, je vais parler de ces histoires de donc cette notion d'interactivité et cette histoire de événements et actions. Bon, alors bien sûr, hein, là je remets une couche, mais les interfaces, elles ne servent pas juste à faire joli, elles servent au fait que vous voulez permettre à l'utilisateur d'agir sur l'application via cette interface. C'est la définition même d'une interface. Alors il faut faire attention parce que il y a deux choses à distinguer. D'abord, il y a les gestes, c'est-à-dire qu'effectivement, pour obtenir l'appui sur un bouton, bah, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut bouger la souris jusqu'à ce bouton, appuyer sur un des boutons de la souris, en général le bouton gauche. C'est pareil, je dis en général le bouton gauche, mais ce n'est pas forcément le bouton gauche. Vous pouvez très bien configurer un environnement pour les gauchers dans lequel tout est inversé. Le bouton droit, ça joue le rôle de bouton gauche pour les droitiers, etc. C'est rare de faire ça, hein, mais les gauchers ont pris l'habitude de cliquer comme tout le monde. Mais bien sûr, il n'y a pas, normalement, vous n'avez pas à vous préoccuper de ça hein, dans votre application. En tout cas, il y a le geste, déplacer la souris, se placer en plein milieu du bouton, cliquer, relâcher dans un temps relativement court, sinon ce n'est pas vraiment un clic, enfin ça dépend des objets, etc. Et ce qu'il y a derrière, évidemment, s'il y a des événements bruts, vous imaginez bien que la machine, elle capture tout ça. Tiens, la souris a bougé, là on a cliqué, enfin, etc. Et donc, il y a des événements bas niveau, système, machine, vous les placez où vous voulez, qui correspondent, et l'ensemble de la combinaison de ces différents événements bas niveau, donc c'est ça que j'appelle des événements. Un événement, c'est la souris a bougé. C'est j'ai appuyé sur le bouton, j'ai relâché un bouton. J'ai bougé, je sais pas quoi, la roulette de la souris. J'ai appuyé sur une touche, j'ai relâché une touche. Ça, ce sont des événements. Les événements élémentaires. Hein. La combinaison de ces événements élémentaires, hein, c'est ce qu'on appelle des gestes. Le fait que vous traversiez l'écran, bon, c'est un geste. Alors, c'est pas très utilisé dans les interfaces, disons, sur les machines de bureau. Mais bien sûr, sur vos smartphones, par exemple, vous savez bien que on fait glisser le doigt de, je sais pas quoi, de droite à gauche et ça fait passer à la photo suivante ou ce genre de truc. Donc, bien sûr, quand vous faites glisser le doigt, il y a plein d'événements élémentaires qui sont produits. Chaque fois que le doigt il va se déplacer, le système va dire « Ah, le doigt il a bougé », enfin, hein, voilà. Et donc, c'est la combinaison de tous ces événements qui produit le fameux geste. Donc, il y a plein de gestes que vous apprenez pour zoomer, vous avez deux doigts qui doivent s'écarter ou je ne sais pas quoi, enfin, des choses comme ça. Alors évidemment, ce serait assez désagréable si dans vos applications, vous aviez à gérer vous-même ces événements de bas niveau. C'est bien sûr possible, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, hein, mais ça, ce serait désagréable. Vous voyez, il faudrait combiner l'ensemble de ces déplacements, vérifier que c'est bien un déplacement horizontal ou je ne sais quoi, c'est super désagréable. C'est faisable, bien sûr, mais c'est désagréable. Et donc ce qui vous intéresse la plupart du temps, vous, ce sont des actions. Après tout, est-ce que vraiment vous avez besoin de savoir que l'utilisateur a déplacé sa souris sur le bouton et qu'il a cliqué avec le bouton gauche, etc., pour être intéressé par le fait qu'il a simplement cliqué sur le bouton. D'autant plus que, bien sûr, si vous avez placé un raccourci, il n'a jamais déplacé sa souris. Donc vous voyez que si vous voulez une interface souple, c'est certainement pas comme ça qu'il faut s'y prendre. C'est-à-dire qu'il ne faut certainement pas s'intéresser aux événements bruts et de bas niveau. Vous n'y arriverez jamais. Hein, les interfaces, elles ont plein de moyens différents de réaliser la même opération. Donc il faudrait à chaque fois avoir conscience de l'ensemble de ces gestes qui peuvent déclencher une action. Ce qui est important pour un bouton, pour votre application, c'est de savoir que quelqu'un a déclenché ou a appuyé sur ce bouton. Comment il l'a fait, j'en sais rien, je m'en fiche. En tout cas du point de vue de l'application. Et donc, c'est ça qu'on appelle les actions. Les actions sont des événements de haut niveau. Les objets graphiques,
Donc évidemment, quand vous créez un bouton, il y a un mécanisme qui fait en sorte qu'on va capter le fait que la souris arrive dans le bouton, que vous cliquez, que vous relâchez dans un temps suffisamment court, ou je ne sais quelle autre opération de cet ordre-là. Mais toute cette mécanique-là va être cachée. Et ce qu'on vous offre, c'est qu'une fois que l'utilisateur a réalisé un certain geste, eh bien, le bouton, lui, va générer ce qu'on appelle une action. C'est un événement logique. Ce qui vous intéresse, c'est est-ce que quelqu'un a cliqué oui ou non sur le bouton. On dit cliquer sur le bouton. Est-ce que oui ou non, il a appuyé sur le bouton? C'est tout ce qui vous intéresse. Comment il a appuyé, on s'en fiche. C'est pas intéressant. Est-ce qu'il a utilisé le trackpad, la souris ou le clavier, on s'en fiche. D'accord? Donc la plupart du temps, c'est pareil, vous vous focalisez surtout sur les actions. À certains moments, bien sûr, vous serez obligé de revenir sur les événements de bas niveau, notamment quand vous aurez besoin de créer des choses, enfin, d'utiliser des objets d'interface qui n'existent pas ou de créer vos propres objets d'interface. Alors voilà comment ça se produit en fait. Vous avez une source d'événements. Donc une source d'événements, c'est quoi? Ben, c'est n'importe quel objet graphique qui est capable de générer un événement. Donc un bouton, ça va être une source d'événement. Un text field, ça va être une source d'événement. Une text area, ça va être une source d'événement. Un menu, ça va être une source d'événement. Donc tous les objets avec lesquels vous pouvez agir, ça va être une source d'événement. Il y a certains objets qui sont vraiment très réduits. Bien sûr, chaque objet est source de différents types d'événements. Les labels, par exemple, eux, ils n'ont pas beaucoup d'événements, parce qu'évidemment, ils ne produisent rien dans le code. Vous ne pouvez pas les sélectionner, les cliquer. Donc, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas d'événements associés, mais en général, ils ne font pas grand-chose. En tout cas, ces sources, qu'est-ce qu'elles vont générer? À chaque fois que vous allez déclencher quelque chose, vous allez déclencher une action qui a été prévue pour cet objet, cliquez sur un bouton, mais sur un text field, il y a des événements différents, hein, le fait que vous allez enlever un caractère, ajouter un caractère, ou valider le champ, ou je ne sais pas quoi. Donc, selon la richesse offerte, la richesse d'interaction offerte par l'élément graphique, eh bien, vous allez avoir différents types d'objets, mais l'idée, c'est que la source va générer, alors évidemment, ce qu'on a en amont, c'est ça qui manque sur le graphique, mais en amont, vous avez une série de gestes de bas niveau, d'événements de bas niveau, déplacement de souris, plus clic, plus blablabla, machin. Quand la source d'événements a détecté que tout ça, ça constituait un événement suffisamment riche, elle va générer un objet représentant cet événement. D'accord? Par exemple, clic de bouton. Hein, si c'est un bouton, il va générer un événement de type clic de bouton. On verra à quoi ça ressemble un événement clic de bouton. Et qu'est-ce qu'on va faire à ça? Eh bien, on va prévenir toutes les parties de l'application qui pourraient être intéressées, ou qui sont intéressées, ou qui se sont déclarées intéressées pour recevoir cet événement. Par exemple, vous avez quelque part dans votre code dans votre code, une fonction ou une partie de cette application qui représente la possibilité de sauver le fichier en cours d'édition. Il y a une fonction save qui prend le machin, votre text area, et puis qui sauve tout dans un fichier. Bon, et vous voulez associer à un bouton le fait que quand on clique dessus, alors on va déclencher la fonction save. Cette fonction save. D'accord? Et bien ça, ces objets qui représentent une partie de code qui va être déclenchée quand un événement se produit, c'est les event listeners. C'est-à-dire des parties du code qui écoutent. Oui? Est-ce qu'on peut faire un listener sur une horloge? On pourrait regarder... Oui, pourquoi pas. La question, c'est est-ce qu'on peut faire un listener sur une horloge? J'ai pas d'objet horloge par défaut, mais si j'en crée un, je peux très bien créer un objet horloge qui génère des événements, je sais pas quoi, top d'horloge, j'imagine que c'est ça, et puis le listener qui correspond. C'est pas très difficile. Peut-être on essaiera de faire cet exercice-là, tiens. Envoyez-moi un mail, j'essaierai de traiter cet exemple-là plus tard. Et donc, voilà ce qu'on a. On a dans le code des objets qui représentent les objets graphiques, les instances de JLabel, de JButton, de JMenu. Donc on en a plusieurs, voilà. Tout ça, c'est ce qui est en bleu ici, ce sont les event sources. Et puis, quand vous réalisez des gestes sur ces event sources, ça va générer des actions ou des événements de type objet. Et on envoie ces objets à tous les listeners qui sont intéressés. Plusieurs parties du code peuvent être intéressées par le fait que vous avez appuyé sur tel bouton. Donc par exemple, vous voyez qu'ici, sur cette source d'événements,
eh bien, quand un événement a été déclenché, on va l'envoyer à 3 parties du code différentes. Alors que sur celui-ci, c'est une seule partie du code. Pourquoi pas? Voilà. Alors, pour que ça marche, bien sûr, hein, il faut se déclarer. C'est-à-dire, si vous avez une partie du code qui souhaite être déclenchée quand un événement se produit sur une source, ben, il faut bien que la source connaisse la partie du code. Il faut qu'il y ait une liaison, il faut qu'il y ait un lien entre ces deux objets. S'ils ne se connaissent pas, comment vous voulez que l'un rappelle l'autre? Et donc le mécanisme, hein, c'est toujours un mécanisme dit de... On utilise des mécanismes dits de callback. C'est-à-dire que si un listener souhaite recevoir des événements depuis une source, il va s'enregistrer auprès de la source. Il dit, moi, je suis intéressé pour recevoir tous les événements que tu vas produire. Hein, exactement comme si je souhaite que vous me rappeliez, bah, je vous donne mon numéro de téléphone, je m'enregistre auprès de vous, vous mettez dans un carnet, et puis quand vous avez besoin d'appeler, vous m'appelez. Voilà. D'accord? Alors, donc, le mécanisme est extrêmement simple, hein, et dans toutes les interfaces, ça fonctionne à peu près comme ça. Ou un mécanisme très similaire, en tout cas. Alors, il y a une précaution à prendre, bien sûr, c'est que il faut faire attention, je détaillerai ça aussi plus tard, mais lors du rappel, il faudra être rapide. Hein, la raison, c'est que quand votre code va être appelé, hein, si je reviens sur le schéma précédent, donc il va y avoir la source qui va générer un événement, d'accord, et qui va distribuer cet événement aux différents listeners. Donc distribuer l'événement au listener, ça signifie simplement déclencher du code. Du code va être exécuté. Si le code que vous exécutez dans un event listener, il prend beaucoup de temps, ben évidemment ça veut dire que ça va influer sur le déroulement global ou la rapidité de l'interface. Parce que l'interface, elle ne sait gérer les événements que un par un. Je vous rappelle que la boucle principale, c'est quoi? C'est, je prends les événements, et puis je les distribue. Quand j'ai fini de distribuer l'événement, je prends le suivant, je le distribue. Je prends le suivant, je le distribue. La fonction de distribution, si elle prend du temps, ben elle vous bloque dans la file d'événements. Ça veut dire que vous allez obtenir, si jamais vous prenez beaucoup de temps, vous allez obtenir une interface qui va réagir éventuellement très lentement. Si vous cliquez sur un bouton et que l'opération de sauvegarde du fichier, elle prend 10 minutes, il ne se passe rien dans votre application pendant 10 minutes. Donc il y a deux choses à faire. Premièrement, essayez de prendre le moins de temps possible. Si vous ne pouvez pas limiter ça, on utilisera d'autres mécanismes. On verra qu'il y a un autre moyen. L'idée est simple, hein. Il faudra utiliser un autre thread pour que cette action soit réalisée. Si save doit vous prendre 10 minutes, eh bien save, vous ne le faites pas directement, vous allez le faire via un thread. D'accord? Un thread secondaire. Alors il y a plusieurs manières, mais le plus simple, c'est d'utiliser les swing workers. On verra plus tard ce que sont que ces swing workers. Alors, il y a deux types d'événements que vous allez retrouver hein, dans les composants swing. Vous avez les événements génériques que tous les composants swing supportent. Bon, il y en a quelques-uns que je ne vais pas vous... Enfin, il suffit de consulter la doc si vous voulez les connaître tous, mais je vais vous donner les principaux. Et puis des événements spécifiques, évidemment. En fonction de l'objet, vous avez des événements différents supplémentaires. Alors, par exemple, les événements génériques, principaux, par exemple, tout composant, hein, eh bien, il peut générer des événements qui sont relatifs à sa position, sa taille ou sa visibilité. Ça peut être intéressant. Hein, vous voyez, vous faites je sais pas quoi, vous déplacez un composant dans l'interface, il est toujours possible de faire ça. Eh bien, ça peut être intéressant qu'une certaine partie du code soit prévenue. Pourquoi pas? D'accord? Vous sélectionnez un élément dans l'interface, vous savez qu'à tout instant, il n'y a qu'un seul élément capable de recevoir le clavier. Le clavier, c'est une ressource unique, donc il faut bien la partager entre tous les éléments. Comment est-ce qu'elle est partagée? C'est simplement qu'à un instant donné, en fait, un seul élément est capable de recevoir le clavier. Sinon, ce serait difficile. Vous le savez bien, s'il y avait plusieurs champs texte, et que quand vous tapez sur une touche, on ne sait pas dans lequel le caractère s'insérerait, ce serait ennuyeux. Donc en général, vous sélectionnez un champ texte, ça c'est pas difficile, et en général il est entouré d'une certaine couleur, il est très visible, et ça veut dire que tous les événements clavier vont se produire en ce champ texte.
Bon, moi, si vous voulez savoir si un élément a été sélectionné, un élément graphique a été sélectionné, oui ou non, via cette manipulation, bah, vous avez par exemple les focus events. Vous voulez savoir si, si une touche du clavier a été frappée, par exemple, hein, vous êtes intéressé par les événements type frappe clavier, eh bien vous avez des key events. Les actions souris, eh ben, vous en avez plusieurs, on verra, mais vous avez les mouse events, les mouse motion events. Bien sûr, je vais détailler ça. Alors pour les événements spécifiques, donc ça, ce n'est pas des événements dont on a besoin au premier chef. Hein, dans les premiers temps, les interfaces que vous faites, c'est des boutons et des menus, c'est à peu près ça, quoi. Vous entraînez, et donc vous écrivez des choses comme ça. Donc ce qui vous intéresse, c'est de savoir comment est-ce qu'on manipule ces choses-là. Et par chance, mais c'est normal si on y réfléchit, la plupart des objets simples, hein, dont j'ai détaillé, enfin quand j'avais fait la liste la semaine dernière, comme les boutons, les menus items, les toggle buttons, les radio buttons, etc., eh bien, ils font tous la même chose. D'un point de vue logique, vous les voyez tous de la même manière. Après tout, c'est pas complètement déraisonnable. Quand vous cliquez sur un bouton, bah, en général, c'est pour déclencher une chose. Quand vous sélectionnez une option de menu, c'est pour déclencher une chose. Bah, finalement, une option de menu ou un bouton, c'est la même chose. D'un point de vue logique, ça réalise la même chose. Vous le sélectionnez et ça déclenche un bout de code. Bon, et les autres aussi. On pourrait se poser la question, mais les autres aussi, après tout, même les champs texte, les champs ordinaires de texte. Hein, ils font la même chose. Vous voulez simplement obtenir une saisie, puis quand il a fini sa saisie, vous voulez être prévenu que la saisie est finie. Vous pouvez avoir un grain plus fin hein, pour les champs texte. Mais la plupart du temps, ça ne vous intéresse pas. Parce que les fonctions d'édition à l'intérieur de champs, vous ne voulez pas savoir. Ce que vous voulez, c'est le résultat de la saisie. Vous ne voulez pas avoir les détails de la saisie. Hein, donc, ce que vous voulez savoir, c'est est-ce que le champ a été validé? Et ça, c'est une action aussi simple. D'accord. Alors ça, c'est représenté comment? Bah, vous avez par exemple un objet Action Event qui vous permet de représenter ça. D'accord. Donc Action Event, hein, c'est une classe qui représente ça. Le clic sur un bouton. C'est comme ça qu'il faut le voir. Mais attention, le clic, hein, c'est pas le geste de prendre la souris et cliquer, c'est l'ensemble des gestes qui ont conduit au fait qu'on a réalisé le clic. Le raccourci clavier, il vous fournit la même chose, un action event. Hein, là, je suis au niveau sémantique. Alors, pour que votre code puisse recevoir un action event, une bout de code reçoive un action event, bah, c'est très simple. Si vous voulez recevoir un action event, votre code doit implémenter l'interface action listener. Donc vous voyez, c'est relativement simple. Hein. Vous imaginez bien que si vous voulez recevoir un focus event, il vous faut implémenter l'interface focus listener. Hein, donc il y a une logique assez simple. Alors évidemment, ça veut dire quoi? Vous êtes intéressé pour recevoir un action event. Donc vous êtes un objet qui doit implémenter l'interface action listener. Ça vous impose quoi? Ça vous impose à implémenter une méthode action performed qui reçoit en paramètre un action event. Bien. Donc vous faites une sous-classe, enfin vous faites une classe qui implémente action listener, qui implémente la méthode public void action performed et qui reçoit un action event. Mais ça suffit pas. Cet objet-là, il doit s'enregistrer auprès d'une source. Donc il doit s'enregistrer auprès d'un bouton pour dire « Ah, à partir de maintenant, j'aimerais bien que, quand ce bouton soit cliqué, j'aimerais bien qu'on déclenche, quand je sois prévenu. » Comment est-ce qu'il sera prévenu? Bah justement, on va rappeler sa méthode action performed avec l'objet. Hein. Donc comment est-ce qu'il s'enregistre auprès d'une source? Bah, dans les sources de type bouton, menu item, etc., il y a simplement une méthode qui s'appelle add action listener. D'accord? Donc c'est relativement simple. Vous avez d'un côté... Ah, j'aurais peut-être dû mettre un... En fait, vous avez trois... Laissez-moi changer ça, mais je vais faire un petit exemple, juste 30 secondes. Je vais y arriver. Voilà. Donc j'ai trois parties. D'une part, j'ai le petit bout de code qui est ici, hein, qui est un extrait, j'imagine évidemment, hein, qui est un extrait de
la création de nos interfaces. Tout ça, c'est intégré dans une JFrame, il y a les machins, les set visible, tout ça. Il y a un moment, j'ai un composant qui est un bouton. D'accord? Il y a d'autre part un bout de code où j'aimerais bien qu'il se passe quelque chose quand je clique sur mon bouton. Donc j'ai quelque part, comment est-ce que je fais ça? J'ai un bout de code, donc une classe qui implémente ActionListener. Ça impose à ce que j'implémente la méthode ActionPerformed qui reçoit un ActionEvent. Et puis là-dedans, il y a tout le code que je dois réaliser. La sauvegarde du fichier, le je sais pas quoi, enfin, ce que vous voulez. D'accord? Maintenant, il faut que j'associe les deux. Le bouton et à une instance de cette classe-là. Donc comment est-ce que ça marche? D'abord, je vais instancier ma classe d'écouteur, évidemment. Donc ma classe d'écouteur, c'est la fameuse classe qui implémente ActionListener. D'accord? Et cette instance-là, je vais l'associer au bouton que j'ai créé, que j'avais appelé mon composant. À partir de là, j'ai établi effectivement un lien entre le bouton et la partie du code qui sera déclenchée quand j'appuierai sur le bouton. Ils se connaissent. Il y a un mécanisme de callback. Le callback, c'est que quand je vais appuyer sur le bouton, eh bien, on va rappeler la méthode ActionPerform de l'instance qui avait été associée quand j'ai fait le add ActionListener. D'accord? Alors, la question maintenant, c'est qu'évidemment, j'ai des petits problèmes à résoudre. Des problèmes, je ne sais pas si ce sont des problèmes, mais j'ai des choses à résoudre. Par exemple, si je reviens sur un schéma comme ça, qui est tout à fait possible, vous voyez que ce listener-là, il est capable de recevoir des événements en provenance de cette source-là ou en provenance de cette source-là. Pourquoi pas? J'ai le droit de faire ça. Je ne peux pas empêcher les gens de faire ça. Il n'y a pas de raison d'ailleurs de les empêcher, parce que ça peut être intéressant. Mais le listener, comment il fait la distinction entre « Ah, mais cet événement, il arrive depuis cette source ou depuis cette source ?» Ce que je suis en train de dire, c'est que j'ai un listener qui a été associé sur deux boutons différents. Donc quand je clique sur l'un ou quand je clique sur l'autre, ça appelle le même code. Et ma question c'est, dans ce code-là, est-ce que je suis capable de faire la différence entre « Ah, mais c'était sur ce bouton-là » ou « Ah, c'était sur celui-ci » Normalement, je ne devrais pas vraiment faire ça. Il n'y a pas de raison de faire la distinction. Si un bout de code a été déclenché depuis un bouton ou un autre, c'est que ces deux boutons jouent des rôles complètement équivalents. Il n'y a pas de raison de faire une distinction. Le fait que vous ayez un bouton quitter et une option de menu quitter, ça doit déclencher la même action. Il n'y a pas de raison de dire « Ah, mais là, vous quittez par le menu » ou « Ah, mais là, vous quittez par l'interface principale ». Il n'y a pas de raison de faire ça. Mais de temps en temps, c'est utile. Parce qu'en fait, vous pouvez avoir plusieurs options qui font des choses légèrement différentes. Deux boutons qui font des choses légèrement différentes. Alors, par exemple, il y a un bouton qui fait exit, et donc lui qui sort sans même sauvegarder, puis il y en a un autre qui est quitte, et qui lui, si jamais il fallait sauvegarder, il vous dit il vous demande si vous voulez sauvegarder, et puis ensuite il quitte. Donc en gros, ils font à peu près la même chose. Donc on voudrait distinguer les variantes. Donc c'est toujours possible. Ce qui va se passer, c'est que la classe EventObject, qui est la superclasse de tous les événements, donc un ActionEvent, c'est une sous-classe de EventObject, eh bien, vous avez à l'intérieur une méthode qui vous permet de récupérer la source. C'est-à-dire, dans cet event listener, quand je reçois un objet, eh bien, je peux savoir est-ce que ça vient de cette source-là ou est-ce que ça vient de cette source-là. Pour le savoir, je fais un getSource. Et je récupère un objet, je dis, ah, bah oui, ça vient de là ou ça vient de là. Voilà un exemple. Je ne dis pas que c'est un truc malin, mais c'est exactement ça l'usage. Vous voyez, j'ai une instance de la classe écouteur qui a été associée à un composant et qui a été associée à un autre composant. Donc je suis exactement dans le schéma précédent en haut, c'est-à-dire j'ai mon listener qui est là et qui est associé à deux sources. D'accord? J'ai deux sources, mon composant et mon autre composant. Ce que je dis, c'est que dans la méthode qui va être déclenchée quand une action va être réalisée sur l'un ou l'autre de ces composants, je vais pouvoir distinguer, tiens, est-ce que la source était mon composant, ou tiens, est-ce que la source était mon autre composant, et faire éventuellement du code différent. Et donc pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, c'est que les deux codes qui sont ici sont vraiment très différents, c'est pas comme ça qu'il fallait s'y prendre. Il fallait faire deux listeners différents.
Maintenant, si les deux codes qui sont ici sont simplement des petites variantes, bien sûr, vous pouvez factoriser vos listeners de façon agréable. Bon, c'est pas très malin de faire ça, parce que si vous faites ça, vous voyez que du point de vue abstraction, c'est un peu délicat. D'abord, ça impose une chose particulière, ça impose que la classe d'écouteurs connaisse les composants. Elle doit les connaître physiquement, c'est-à-dire elle doit avoir une référence sur ce composant quelque part. Puisqu'il faut qu'elle puisse tester, est-ce que la source c'est ce composant-là, oui ou non. Et là, on est bien en train de tester des identités d'objets. Donc ça, c'est un peu délicat. Est-ce que c'est vraiment important que le listener, il ait besoin de savoir quelle option du menu, de quelle instance de JMenu item, il est question? Pas sûr. Parce qu'en plus, si vous voulez quelque chose de plus dynamique, si à un certain moment vous voulez qu'il y ait 3 composants, ou 12, ou je sais pas quoi, vous allez reconstruire des choses assez compliquées pour faire ça. Donc ça ne va pas être raisonnable. Donc il est possible de faire ça, c'est plutôt à réserver dans des cas particuliers. Donc bien sûr, il y a des abstractions pour faire ça. La première abstraction, c'est que ce qu'on va pouvoir faire, c'est que les actions, l'action event, elle va pouvoir porter un message. Et ça, c'est plus intéressant. Elle va pouvoir porter un message, et donc vous allez pouvoir vous affranchir de la question de quelle source ça vient. Vous allez dire, en fait, qu'est-ce qu'elle voulait faire, la source? Si la source vous envoie le message quitter, vous allez faire quitter. Mais c'est indépendant de la source. Ça peut changer dynamiquement. Tout d'un coup, c'était tel bouton qui faisait ça. Maintenant, c'en est un autre. Tout ça se change. Ça n'a aucune importance. Et le code du listener, il est devenu indépendant de ça. Le code du listener, la seule chose qu'il va faire, c'est récupérer la commande d'action. Donc c'est quelque chose de logique à l'intérieur de votre code, une chaîne de caractères qui va représenter une action. Et puis, vous allez réaliser cette action. Donc voilà l'exemple. L'exemple, c'est que si j'ai un bouton quitter, eh ben, ce que je voudrais, c'est que ce bouton-là, il représente l'action quitte. Pourquoi pas? C'est une action à moi, c'est un truc interne au code. Hein. Ça, personne ne voit ça. L'utilisateur ne voit pas ça. C'est une chaîne de caractères à l'intérieur de mon code qui va être transportée par différents objets lors de la délivrance de mes événements, et qui va dire, je veux que cet événement-là, en fait, représente quitte. Après, j'en fais ce que je veux. Donc, dans ma classe d'écouteur, vous voyez ce que je fais, c'est que dans le action perform, ben, je récupère la commande d'action, et si la commande d'action c'est quitte, ben, je fais, par exemple, quitte. Donc, j'ai un bouton qui affiche le message quitter, qui, quand on clique dessus, transporte la chaîne quitte, qui, quand elle est reçue, déclenche la fonction quitte. Alors ça, c'est intéressant, parce que sinon, j'aurais un problème. Comment est-ce que je pourrais faire ça dans le cadre d'une internationalisation? Si je suis en français, c'est écrit quitter, donc je peux éventuellement regarder si le bouton il a affiché le message quitter. Mais si je suis dans le cadre d'une internationalisation, je ne sais pas ce qui est affiché sur le bouton quitter. Donc je veux distinguer le bouton de ce qu'il affiche à l'écran et de ce qu'il représente d'un point de vue logique. Donc ce qu'il représente d'un point de vue logique, c'est ce qu'on appelle en particulier une action command. Ah, alors il y a encore pire après. C'est pas, enfin pire, non, mais on peut vouloir faire plus abstrait, c'est le plus intéressant. Donc si je vous déconseille de faire des get source, d'utiliser au minimum les action commands, il y a encore mieux, c'est d'utiliser les actions. Bon, alors les actions, ça va permettre en fait de porter différentes choses. En fait, ce qu'on voudrait, c'est vraiment complètement abstraire cette notion d'événement logique. Là, j'ai juste transporté, hein, vous voyez que ce que j'ai fait, c'est que quand j'appuie sur un bouton, la seule chose que j'ai fait, c'est que j'ai transporté un petit message. Mais en fait, associé à ce message, c'est quoi? C'est une action logique qui veut dire, par exemple, je veux sauvegarder. Bon, mais cette action de sauvegarder, elle peut s'incarner sous différentes formes dans mon interface. Une icône quelque part, un texte quelque part, une aide.
un texte du système d'aide ou je ne sais pas quoi, donc des tas de choses comme ça. Hein? Donc c'est exactement ça que je vais faire. Cette notion d'action va lui donner un vrai corps. Ça ne va pas être simplement un message, mais on va implémenter ça sous la forme de ce qu'on appelle une action. Bon, ça correspond à un design pattern. Le design pattern commande, vous regarderez ce que c'est. Il n'y a rien de bien mystérieux ici. Et donc une action, hein, c'est quoi? Bah, ça va simplement être... alors, c'est une sous-classe abstraite, ou c'est une interface, pardon, abstraite, qui descend de Action Listener. Donc c'est une sous-interface de Action Listener, pardon. Et donc, puisque c'est une sous-interface de Action Listener, quand vous voulez réaliser une action, enfin, vous voulez donner corps à une action, vous devez implémenter Action Perform, ça c'est normal. Et puis en plus, vous avez différentes méthodes pour associer des valeurs. Et donc une action, c'est non seulement ce code qui va être exécuté, mais les différentes caractéristiques. L'icône qu'on aimerait bien voir associée par défaut à cette action, le texte, blablabla, toutes ces choses-là. Alors les clés, donc c'est une mémoire associative, hein, au sens des mémoires associatives, donc clés-valeurs, un tableau de clés-valeurs si vous voulez, et donc vous avez différentes clés. Donc vous voyez, par exemple, vous avez l'accélérateur standard pour cette action. Vous avez l'action command qui correspond. Alors il y en a, j'ai oublié. Hein. Vous avez une grande icône, vous avez les petites icônes. Donc vous voyez, vous avez toutes les... Quand je veux représenter cette action d'un point de vue graphique, ben, je veux une petite icône si j'ai envie de la mettre dans une liste, dans une toolbar par exemple. Une grande icône si c'est je sais pas quoi, etc. Donc j'ai ces différentes clés. Alors voilà comment ça fonctionne. Si je veux créer une action, bah, j'étends la abstractation, d'accord? Donc je vais lui implémenter Action Perform, donc ça c'est par exemple l'action qui représente le fait que je veux quitter mon application. Donc ça c'est simple, méthode Action Perform, elle fait exit, enfin ça sort de l'application. Jusque-là rien de bien mystérieux. Mais je veux associer à ça des éléments qui me permettent, enfin qui permettent à l'interface de la représenter normalement cette action, sous la forme d'un texte, d'une icône, de je ne sais quoi. Donc là j'ai réduit au minimum, hein, mais j'ai ici le texte standard qui va être quitté, et puis la description d'aide minimale qui signifie quitter l'application. J'aurais pu mettre un texte plus long, ça n'a aucune importance. Et comment est-ce que j'associe les deux? Bah, vous voyez qu'en fait les JButtons, ce qu'ils peuvent prendre en paramètre, c'est directement, cette fois, une action. Et non plus un simple label. Vous voyez qu'avant, comment je créais mes boutons, je faisais JButton quitter. Puis après, je disais, ah ok, alors quitter, mais simplement, je vais mettre un action command qui s'appelle quit, puis je vais lui associer un action listener qui fait telle et telle chose. Bah là, je fais tout en un seul bloc. Je représente en un seul bloc l'objet qui va représenter le code à exécuter, comment il va être représenté graphiquement, et puis je fais simplement l'association entre le bouton et cette action. J'ai un code d'exemple, je m'aperçois que là, il n'y a pas d'exemple donné là-dedans, mais je devrais en avoir quand même, on va regarder ça. Sinon, on va essayer de le créer, on va bien voir. Ça ne devrait pas être trop difficile. Si, j'en ai. Je vérifie juste ce qu'il y a dedans. C'est ça. Donc, je vais le mettre ici. Bougez pas. Ça s'appelle comment celui-là? J'ai un exemple. Voilà, je mettrai à jour le PDF. Alors, regardons à quoi ça correspond. Comment est-ce que ça fonctionne en tout cas? J'espère qu'il y a tout ce qu'il faut pour le faire fonctionner, parce qu'évidemment ça nécessite probablement des petits fichiers qui traînent ici et là.
OK. C'est pas transcendant comme exemple, hein, mais simplement c'est une application réduite au fait qu'il y a un bouton. Alors c'est le grand bouton là que vous voyez, qui prend toute la place de ma frame. Bon. Et ce bouton, vous voyez qu'il a une icône et un texte. Et puis quand je clique dessus, ça affiche un message. Donc là, il y a tout ce qu'il faut ensuite pour faire des boutons qui font des choses plus intéressantes. Et là, normalement, hein, c'est un exemple avec les actions. Donc regardons comment j'ai représenté ça. Bah, très probablement, il y a une classe qui implémente action, dans laquelle va être défini le message. Alors j'ai déjà oublié le message. Qu'est-ce que j'ai fait là? Ouais, pardon. En même temps que je parle, c'est moins bien. Donc si je relance l'application juste pour voir, donc le message blabla. Dans cette action, il y a aussi certainement, j'ai enregistré la clé correspondante à l'icône, qui est cette espèce d'oiseau. Et puis il y a l'action perform qui simplement m'affiche le texte à l'écran yo. OK? Bon, bah, je dois pouvoir le voir ici. Effectivement. Alors si je zoome, peut-être que c'est plus facile. C'est exactement ce que j'ai fait. Donc vous voyez, je me suis créé une classe qui étend abstract action. Qu'est-ce qu'il y a dans abstract action? Bah, je ne sais pas si je l'ai fait correctement. Si j'ai enregistré des choses, c'est un peu bizarre ce que j'ai fait. Tiens, ouais, ça devrait pas être là, ça a marché, mais ça aurait pas dû le faire comme ça. Si, c'est bon. Ouais, je l'ai pas fait au bon endroit. J'ai pas vérifié. Hop, on va le faire ici. Ça n'a pas dû réagir correctement, ça marchait partiellement. Ça c'est bon. Vous remarquez aussi qu'il y a ce qui est apparu, qui vient juste de disparaître. Je ne suis pas assez rapide, mais il y avait aussi l'infobulle. Quand je viens sur le bouton, il y a une infobulle qui va dessus. Donc ça, tout ça, l'icône, le texte, l'infobulle, le code qui sera exécuté quand je vais cliquer sur le bouton, tout ça c'est représenté par une seule instance, une seule classe qui est ma classe que j'ai appelée ici écouteur. D'accord? Donc qu'est-ce qu'elle fait cette classe? Bah, vous voyez qu'évidemment j'ai ma fameuse action perform qui, quand je clique sur le bouton qui sera associé, je ne sais pas lequel, mais on va déclencher ce code-là. Ce code-là, il affiche le message à l'écran. Et puis le reste, ben, quand je vais associer ça par exemple à un bouton, donc quand je vais dire, où est-ce qu'elle est mon action? Voilà, quand j'ai associé, alors je ne l'ai pas fait exactement comme j'ai dit tout à l'heure, mais je l'ai fait a posteriori. Quand j'ai associé à mon bouton l'action qui est une instance de ce machin-là, eh bien l'interface sait comment est-ce qu'il faut afficher ça. Donc c'est qu'il va falloir aller récupérer le texte, je ne sais pas où il traîne, là, name, et puis l'icône qui a été construite lors de l'instanciation de l'abstract action. Il y a même visiblement, il y a une action clavier, il y a un mnémonique qui a été déclenché, enfin qui a été associé. Donc ça veut dire que si j'avais associé cette action à un menu item, il y aurait un mnémonique automatiquement créé. Donc cette action, elle va avoir une représentation différente selon le contexte dans lequel vous allez vouloir la représenter graphiquement. C'est aussi simple que ça. Donc vous devez, c'est ça que ça veut dire, c'est que maintenant quand vous créez des applications avec une interface graphique, vous devez songer quelles sont les actions que je veux quelles sont les actions logiques que ce code doit réaliser. Quitter, sauver, ouvrir, je ne sais pas quoi. Ben ça va s'incarner normalement dans une classe particulière pour chacune de ces actions, la classe sauver, la classe ouvrir, la classe quitter, et dans laquelle vous allez mettre toutes les caractéristiques utiles pour la représentation de cette action. L'icône, le texte, etc. D'accord?
Alors si vous voulez recevoir des événements depuis le clavier, hein, bon, c'est pas très difficile, hein, je vous ai dit il y avait des key events, donc vous devinez bien qu'il y a des key listeners, et puis que si vous êtes un key listener et que vous êtes intéressé pour recevoir des événements du clavier en provenance d'un objet, eh bien, il faut s'enregistrer auprès de cet objet, et donc cet objet il a nécessairement un add key listener. Comme c'est un événement générique, tous les objets, tous les composants swing peuvent recevoir des événements clavier. Alors, quand vous implémentez key listener, si vous regardez la doc de key listener, vous allez voir, je ne vous ai pas montré, mais tout ça évidemment est correctement documenté, hein. Si je cherche la documentation de key listener, ah, je ne suis pas connecté à Internet, ça marche moins bien alors. Ah, il faut les regarder, hein, je ne vais pas les détailler toutes intégralement, ces interfaces. Il faut les parcourir, hein. Ça demande un petit peu d'expertise, mais il faut l'acquérir. Donc je ne sais pas où est-ce qu'elle est, doc Oracle. Non, ça c'est le tutoriel, si vous voulez, mais ça c'est la doc. Donc key listener, c'est une interface qui vous impose quoi? Justement, qui vous impose d'implémenter ces trois méthodes. Touche pressée, touche relâchée et touche tapée. Tiens, quelle différence il y a entre ces machins-là? Touche pressée et touche relâchée, c'est entre guillemets les événements d'un peu plus bas niveau, ceux de plus bas niveau que vous pouvez recevoir sur le clavier. J'appuie sur la touche, touche pressée. Je relâche, touche relâchée. Une touche tapée, ça dépend des environnements. C'est quoi une touche tapée? Ça dépend des environnements. Certains environnements considèrent que touche tapée, il suffit d'appuyer sur la touche, ça génère aussi un événement touche tapée. Et il y en a d'autres qui disent, ah non, une touche tapée, c'est j'appuie et je relâche dans un temps court. En général, ce qui nous intéresse, c'est touche tapée. Maintenant, si vous écrivez des jeux, c'est différent, hein. Si vous écrivez des jeux, vous voulez par exemple que le personnage il court à gauche quand vous avez appuyé sur la touche flèche à gauche, et qu'il s'arrête de courir quand vous relâchez la touche, là ce qui va vous intéresser c'est touche tapée, enfin justement pas touche tapée, mais c'est touche pressée et touche relâchée. D'accord? Alors si vous n'êtes pas intéressé, le truc c'est que évidemment vous avez une interface qui vous impose d'implémenter les trois méthodes. Vous êtes obligé de mettre du code pour ces trois méthodes, hein, sinon la classe n'est pas instanciable. Si vous n'êtes pas intéressé par touche pressée et touche relâchée, vous mettez simplement un code qui fait rien. C'est comme ça. Mais vous ne pouvez pas ignorer touche pressée et touche relâchée et choisir juste touche tapée. D'accord? Je ne sais pas s'il y a un exemple qui suit. Bon. Alors, key event, qui représente l'événement touche, qu'elle soit tapée, pressée ou relâchée, on va vous donner des informations sur la touche qui est concernée. Parce que bien sûr, vous pouvez faire des trucs subtils, hein. Vous pouvez appuyer sur A, puis sur B, puis relâcher A et relâcher B. Donc, à chaque fois, vous êtes intéressé pour savoir, tiens, c'est quelle touche qui a été relâchée? J'en sais rien. Alors, si vous êtes intéressé pour récupérer les caractères, vous voulez savoir quel est le caractère que l'utilisateur souhaitait taper. Vous allez dire, ça c'est facile, ça correspond bien à la touche. Non, non. J'ai le droit de reconfigurer mon clavier de telle sorte que quand j'appuie sur la touche A, en fait, c'est Q. Par exemple, j'ai un clavier AZERTY, mais j'aimerais bien le configurer en QWERTY. Donc il y a deux choses qui vous intéressent. Ce que l'utilisateur a vraiment voulu taper, la lettre, ou alors la touche elle-même. Et là, vous avez deux informations différentes, bien sûr. Si vous voulez connaître le caractère, alors il faut extraire du key event le key char, le char, le caractère. D'accord? Ce que vous récupérez, c'est bien un caractère Unicode. Si le caractère n'a pas d'existence directement dans Java, certains caractères ne sont pas connus dans l'interface Java, vous avez char undefined. Je vous rassure, hein, pour tous les caractères standards, à peu près, vous les avez, donc il n'y a pas trop de soucis. J'ai oublié lequel ne fonctionne pas bien, mais ça me reviendra. Peut-être. Il y en a un que j'avais identifié en tout cas. Keycode, ça va donner la touche clavier, donc faites attention. Hein.
Donc les touches clavier, hein, donc c'est toujours les mêmes symboles dont j'ai parlé tout à l'heure. Hein, c'est les symboles VK quelque chose de key event. Donc vous avez VKA, VK Enter, VK End, VK F1, Page Down, etc. Hein, donc ils représentent les touches. C'est-à-dire que quand j'appuie sur la touche, je sais pas quoi, j'ai dit laquelle, A, de mon clavier là, celle où il est écrit A, alors ça génère un VKA comme key code. Si j'ai rien fait de spécial, si j'ai pas reconfiguré mon clavier, ça va aussi générer un caractère A. Mais si j'ai reconfiguré le clavier, ça sera bien la touche VKA, mais si je l'ai configuré comme un QWERTY, ce que je vais obtenir, c'est le caractère Q. Bon, en général, on est intéressé par les caractères, mais si vous voulez vraiment être intéressé par les touches elles-mêmes, notamment par rapport à les jeux, hein, c'est assez plus intéressant. Si vous voulez vous déplacer à gauche, vous voulez utiliser la flèche gauche, il faut repérer la touche flèche gauche. Et pas le caractère, éventuellement flèche gauche d'ailleurs, qui n'existe pas. D'accord? Pour les événements provenant de la souris. Alors là, c'est un petit peu bizarre, mais ils vont être rangés en 3 catégories. Alors vous avez les clics. C'est ça qui sont les événements de base. Quand vous vous intéressez à la souris, la plupart du temps, ce qui vous intéresse, c'est les clics. Qui sont séparés des déplacements de la souris, des mouvements de la souris. Alors pourquoi est-ce qu'on a séparé ces choses-là? Alors le troisième truc un peu plus bizarre, c'est la gestion de la roue. Hein, ou de la roulette, vous appelez ça comme vous voulez. J'ai fait une traduction verbatim, presque. Dont la gestion est particulière. En Java, elle n'est pas très aisée pour des tas de raisons. Personne n'a jamais su se mettre d'accord sur qu'est-ce qu'il fallait faire avec les roues de souris. Bon. En tout cas, ce qui est important de savoir, c'est qu'on distingue, ça c'est rangé en 2 catégories. Est-ce que vous êtes intéressé par les clics ou par les mouvements de souris? Alors pourquoi est-ce qu'on distingue les deux choses? Parce que, la plupart du temps, dans un premier temps, ce qui vous intéresse, ce sont les clics. Et que les mouvements de la souris, donc si on avait considéré simplement tous les événements de la souris en une seule interface, comme un seul type d'événement, le problème c'est que les déplacements de la souris sont bien trop fréquents. Et je vous rappelle qu'à chaque fois que vous êtes intéressé par un type d'événement, on déclenche du code. Donc le problème de la souris, c'est que même si vous faites une utilisation raisonnable de la souris, le code qui va être exécuté à chaque fois que vous êtes intéressé par des mouvements de la souris va être appelé de façon relativement frénétique. Le moindre déplacement de la souris va déclencher un événement. Donc un code à exécuter. Donc comme on bouge sans arrêt la souris, vous imaginez que ce n'est pas raisonnable. On va sans arrêt appeler du code, c'est coûteux, ça ralentirait sérieusement vos interfaces. Hein, avec la détection des mouvements de la souris, on peut déclencher facilement des centaines, voire des milliers d'événements par seconde, hein, sur certains environnements. Donc il vaut mieux faire attention. Donc on a distingué les deux. Clic ou déplacement de la souris. Et pour ceci, il faudra en faire une gestion particulière. Il faudra les écouter, bien sûr, que si c'est strictement nécessaire. Évitez d'écouter les mouvements de la souris juste en mettant un flag, en disant « bah non, là, je ne veux rien faire ». Non, non, si vous ne vous êtes pas intéressé à un certain moment par les événements de la souris, ne les écoutez pas, ces événements-là. Alors les clics, hein, c'est facile, c'est l'interface mouse listener. Alors c'est bizarre parce que je dis les clics, mais en fait, c'est un peu plus que ça. Vous allez voir quelles sont ces 5 méthodes. Vous avez click, press, release, et puis enter et exit. Donc en fait, bien sûr, hein, click, press et release, c'est exactement comme pour les touches du clavier. J'ai appuyé sur la touche de la souris, sur le bouton de souris, j'ai relâché le bouton de souris, ou j'ai fait un clic. Et en général, un clic, c'est appui, relâchement dans un délai court. Quand je dis délai court, il n'y a pas de définition de ce que c'est que le délai court, puisqu'en plus, c'est paramétrable. Hein. Si vous positionnez votre environnement dans un mode d'accessibilité, par exemple pour les gens qui ont des problèmes musculaires, en général, le délai entre entre l'appui et le relâchement pour la souris est allongé. Pour une interface standard, c'est de l'ordre du dixième de seconde, hein, un peu plus, peut-être 2 ou 3, je ne sais plus. Et le standard recommandé, c'est ça.
Si vous mettez plus d'une demi-seconde pour appuyer et relâcher la souris, en général, on ne considère pas que c'est un clic. Mais c'est dépendant des interfaces aussi et surtout des systèmes hôtes. Et puis, il y a deux événements en fait qui peuvent vous intéresser aussi. C'est est-ce que la souris est entrée ou est-ce qu'elle est sortie du composant? Bon, bah ça sert notamment à, par exemple, hein, à faire une, je sais pas quoi, déclencher une animation ou quelque chose de visuel quand la souris passe sur un élément ou en sort. Ça peut être utile. Hein. Donc on a besoin de ces événements-là. Et on verra qu'en fait, leur usage le plus courant, c'est aussi en relation avec les Mouse Motion Listener. Donc en général, quand on sort d'un composant, on arrête d'écouter les mouvements de la souris. Quand on entre dedans, on peut éventuellement se remettre à écouter, ou je sais pas. Pour le Mouse Event, l'événement qui est intéressant, enfin les informations pardon, qui peuvent être intéressantes, c'est quel est le bouton. Attention, pareil, hein, ça ce sont des boutons logiques. Bouton 1, 2 et 3, c'est bouton 1, 2 et 3. Il n'y a pas de bouton gauche ou de bouton droit. En général, le bouton gauche, c'est le bouton 1. Mais si vous positionnez votre environnement dans un mode gaucher et qu'on inverse les boutons de la souris, le 1, enfin le gauche, ça devient le 3. Il faut se méfier de ça. Ensuite, il y a le click count, parce que vous pouvez faire des multiclics en plus. Donc, vous savez bien qu'on a le droit aussi à multiclic maintenant. C'est aussi un standard. Donc on peut récupérer ça. C'est pareil, cette gestion du multiclic, elle va être faite automatiquement par le système. C'est pas à vous de gérer ce que c'est qu'un multiclic, ce serait compliqué. Il faut gérer les questions de délai. Déjà, il faut des clics. Pour un clic, il y a déjà le délai entre appui et relâché. Mais en plus, pour les multiclics, il faut que ça se produise aussi dans des délais raisonnables. Il faut que la suite des clics tienne dans des délais raisonnables. Et puis, getX, getY. Je vous laisse deviner à quoi ça sert. Mais il y a un exemple, donc regardons cet exemple Mouse Listener. Et on devrait voir, je pense qu'il doit illustrer un certain nombre des mécanismes dont je viens de parler. Mouse Listener, voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? On va essayer. Vous voyez, j'ai sorti la souris du composant. Donc il m'a dit, c'est ça, tire-toi. Si je rentre, il me dit bonjour. Si je clique, il me dit j'ai bien reçu. Si je fais des multiclics, vous voyez que j'ai le nombre de multiclics. Là, si je recommence mes clics, ils vont repartir à 1. Donc les multiclics, hein, c'est je fais des clics de façon relativement frénétique. Là, il y a aussi j'appuie, ça fait un message. Quand je relâche, voilà. Là, c'était sur le bouton 1, je dois avoir le bouton 3. Le bouton 2, je ne sais plus. C'est pas très grave. Mais voilà. C'est pas très compliqué à écrire, hein. Il faut simplement que j'implémente l'interface Mouse Listener. Donc ça m'impose d'implémenter 5 méthodes. Click, press, release, enter et exit. Pour ces différentes informations, j'ai pas mis par exemple les positions, mais j'aurais pu le faire. Attendez, je vais le faire sur le prest. J'avais fait afficher nulle part la position, mais ça. Ouais, évidemment.
Hein, vous voyez les différentes positions, j'ai bougé la souris à chaque fois, sachant que les coordonnées, c'est 0, 0 en haut, et puis voilà. Ok. Donc je ne sais pas quelle était la largeur de mon, enfin la taille de mon objet, mais je pense que c'est 500 par 500 probablement. Alors, donc du coup, le code qui correspond, c'est simplement celui-ci. Hein. J'ai implémenté différentes choses sur les différents événements souris qui m'intéressaient. Donc quand j'appuie sur la touche de clavier, un certain message avec la position. Quand je relâche, simplement, hop, je relâche. Quand je clique, j'en ai profité pour afficher le click count. Donc je sais pas à moi de le gérer, mais ça, hein, il se débrouille tout seul. Et puis quand je sors et que je rentre de l'objet, eh bien j'affiche un message correspondant. Rien de bien particulier. Et donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai simplement associé ces événements-là à un label. Hein, c'est aussi simple que ça. J'ai un label que j'ai mis dans une JFrame. Et puis qu'est-ce que je lui ai associé à ce label? Comme mouse listener, je lui ai associé une instance de la classe que je viens de détailler. Donc évidemment, à partir de ce moment-là, pardon, eh bien, à partir de ce moment-là, quand j'agis avec la souris sur le label, eh bien, on va générer les différents événements qui vont être distribués au listener correspondant. D'accord ? Alors, pour les déplacements de la souris, hein, j'insiste, mais le nombre d'événements qui va être généré peut être extrêmement important. Donc, il faut les réceptionner simplement avec parcimonie, quoi. Donc, débrouillez-vous, mais il faut réfléchir. Il faut bien réfléchir à chaque fois, est-ce que c'est vraiment utile d'être encore un listener ou pas? Donc, il va falloir s'enregistrer ou se désenregistrer de temps en temps des Mouse Motion, parce qu'évidemment, hein, c'est très consommateur. Donc en général, hein, c'est un exemple, c'est pas systématique, mais par exemple, si je songe à un logiciel de dessin, dans un logiciel de dessin avec un dessin de type très libre, vous voyez bien que je suis obligé de suivre la souris. Mais le très libre, ça consiste à quoi un dessin de type très libre? C'est en général, on vous dit appuyez sur la souris, déplacez-vous, dessinez ce que vous voulez et vous relâchez. Et le dessin s'arrête. Donc c'est exactement ça qu'on va faire. On ne va pas tout le temps écouter la souris. Ce qu'on va faire, c'est que dès qu'on appuie sur un bouton de la souris, on va se mettre à écouter les déplacements, les suivre. Et puis quand l'utilisateur relâche le bouton, par exemple, on arrête d'écouter les mouvements de la souris. Donc comme ça, on le fait uniquement quand c'est strictement nécessaire. Alors, les événements de la souris qui vous intéressent, en fait, il y en a deux. Il y a deux types de déplacements. Il y a le déplacement ordinaire, disons, et puis c'est le simple mouse moved. Alors, pardon, j'ai pas dit, mais l'interface correspondante, c'est le mouse motion listener. Mouse listener, c'est simplement les clics. Et puis les mouse motion listener, ce sont vraiment les déplacements. Et il y en a deux types. Il y a les déplacements tout à fait ordinaires, donc les mouse moved, et il y a les déplacements avec un bouton appuyé. Bon, vous savez bien qu'il y a des déplacements de la souris qui correspondent à des opérations type drag and drop. On détaillera le mécanisme de drag and drop en Java plus tard. Il est assez compliqué. Mais vous savez bien ça, on a le droit de sélectionner un objet, cliquer, et ça va le déplacer. Hein, ce qui n'est pas la même chose que simplement se déplacer de façon extrêmement libre, sans bouton. Donc on a ces deux types d'événements. Alors regardons comment ça fonctionne. Là, le Mouse Motion Listener, l'exemple qui est fourni. Alors je ne sais plus ce qu'il fait, c'est pas très grave, on va voir. Si je clique, il me dit OK, c'est parti.
Au passage, hein, je suis vraiment en mode de démonstration, hein, parce qu'une interface graphique qui génère des messages sur la console, je vous conseille pas. Hein. Mais c'est juste pour la démonstration. Donc là, je clique, j'ai gardé le bouton, et quand je me déplace, vous voyez, j'ai réceptionné des drag events. Vous voyez que les événements sont nombreux. Hein. Ma machine est suffisamment rapide, donc ça réagit à peu près bien. Et puis quand j'ai relâché, stop, il y en a marre. Et donc si je déplace ma souris sans appuyer, il ne se passe rien. Donc dans mon code, j'ai réalisé exactement ce qui se passait tout à l'heure, parce que j'ai décrit tout à l'heure. Je clique, on commence à écouter les déplacements de la souris, et puis on s'arrête dès que le bouton est relâché. Bien sûr, donc du coup, les événements souris, déplacements souris qui m'intéressent sont les mouse drag. On verra plus tard comment associer un dessin après. Hein. Mais pour l'instant, contentons-nous de suivre la souris. Alors voilà, j'ai deux types de détecteurs. J'ai l'objet qui va suivre la souris, et puis j'ai l'objet qui, lui, va détecter les appuis sur les touches. Bon, visiblement, il y avait d'autres actions possibles, mais on verra. Ok. Ah oui, il y avait le mouse click, d'accord, j'ai compris. Oui, il y avait une autre interaction possible, c'est que bien sûr je pouvais suivre dans mon code. Visiblement, il y avait une autre interaction, c'est que si je fais un clic, il se met à suivre les déplacements ordinaires. Je fais clic, à partir de là, il suit la souris. Si je refais un clic, il arrête. Non, bon, pas grave. Mais bon, vous jouerez avec ce code. Mais donc j'ai deux objets différents, c'est ça qui est important. J'ai les clics, qui lui va me servir quand je clique, enfin quand j'appuie, je vais enregistrer un mouse motion listener, et quand je relâche, je vais le désenregistrer. Et puis le mouse motion listener, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il affiche simplement les messages, le mouse moved ou mouse drag. Et donc c'est exactement ça, la partie intéressante du coup, c'est le mousse, enfin le détecteur de clic, parce que le détecteur de mouvement, il fait son boulot. Lui, il dépend de rien. S'il a été enregistré en tant que détecteur de mouvement, il affichera ses messages. Par contre, le détecteur de clic, lui, il a une petite logique. Il contient une petite logique qui est justement la suivante. C'est que vous voyez que quand j'appuie sur le bouton, je me mets à enregistrer un mouse motion sur l'objet, sur la source. Donc quand j'appuie sur le bouton, je récupère la source qui m'a envoyé cet événement. Et sur cette source, j'enregistre un mouse motion listener. À partir de là, dès que la souris bouge, hop, on appelle les méthodes correspondantes du mouse motion listener. Et puis, qu'est-ce que j'ai fait? Quand j'ai fait mouse release, j'avais une méthode add mouse motion listener. J'imagine bien qu'il y a une méthode remove motion listener. Il y a des moments où vous êtes intéressé pour recevoir des événements, puis des moments où vous ne l'êtes plus. Donc vous vous enregistrez ou vous vous désenregistrez. Vous vous abonnez ou vous vous désabonnez. Vous voyez ça comme vous voulez. Bon, puis j'avais fait la même chose sur le mouse click. Enfin, j'avais essayé de trouver un truc. Voilà. Rien de particulier. J'ai ensuite créé un label, toujours pareil. Et puis j'ai enregistré comme mouse listener sur ce label mon détecteur de clic. Donc quand je clique, ça enregistre sur cette même source un mouse motion listener. Quand je relâche le bouton, le détecteur de clic reçoit l'événement et il désenregistre le mouse motion listener. D'accord? Alors, dans le temps imparti, qu'est-ce qui me reste? Ouais, bon, alors il y a la souris. Il y a la roue de la souris, ça c'est un peu bizarre. C'est assez mal défini. En fait, dans la souris, ce qu'il y a à savoir d'essentiel, il y a un exemple, vous regarderez. Mais il y a, si ma mémoire est bonne, il y a l'écran, quand on bouge les roulettes. Et puis une notion de défilement qui est associée, qui est liée au cran, mais pas de façon standard, de la même façon dans tous les environnements. Bon, de toute façon maintenant avec des trackpads, on n'a pas
on n'a pas la roulette. Là, on l'a déjà pas sur toutes les souris, donc voilà. C'est un peu anecdotique et son support est relativement malaisé en Java, mais vous pourrez regarder l'exemple que je vous ai donné. Et il y a une petite suite, mais dans le temps imparti, c'est pas possible de la traiter. Donc pour aujourd'hui, je m'arrête là.